Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois, un petit instant pépère entre nous, et je viens vous parler d'une petite lecture récente avec pas mal d'histoires à raconter autour. Il va y avoir deux niveaux de spoil. D'abord, je vais vous présenter le bouquin, on va dire d'une manière un petit peu générale, pour peut-être vous donner à votre tour envie de le découvrir, si jamais vous le trouvez, parce que ce sera pas forcément simple. Ensuite, on va passer à un premier niveau de spoil, où je vais vous spoiler pour rentrer un petit peu plus dans les explications des choses qui m'ont plu et des choses qui m'ont déplu. Dans ce bouquin, il y a pas mal de choses intéressantes que j'ai envie de creuser avec vous. Et ensuite, on aura un dernier niveau de spoil, ce que j'appelle le super spoil. C'est-à-dire que tu parles d'un récit, et puis finalement, en parlant de ce récit, tu vas aussi en profiter pour spoiler un autre récit, mais il y a peut-être un pont entre les deux. En gros, on est parti pour peut-être 20 bonnes minutes de bonheur, tous ensemble, hein, c'est pas impossible. De quoi on va parler aujourd'hui? De Books of Doom. C'est une mini-série en 6 épisodes qui est sortie entre janvier et juillet 2006. À l'époque, c'était sorti en décembre 2006 en France, en kiosque. Et oui, mes petits kikis, c'était encore une époque bénite, on pouvait lire des mini-séries à 5,50 €. Et oui, on était pas mal. C'était sorti dans le Marvel Mega 30. Et donc, en français, c'était Le Livre de Fatalis, en VO Books of Doom. Et grosso modo, au scénario, on peut retrouver Ed Brubaker. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ce récit est nécessairement intéressant, parce que Ed Brubaker est quand même un scénariste absolument prodigieux, fascinant, avec un certain nombre de titres du côté de chez Marvel, du côté de chez DC et en indépendant qui sont absolument prodigieux. Donc forcément, je sais que pour ceux qui suivent beaucoup les comics, c'est un nom qui va forcément vous marquer et peut-être vous titiller votre curiosité. Au dessin, on peut retrouver Pablo Raimondi. Pablo, ce bon vieux Pablo que je ne connais ni en noir ni en blanc. Et autant vous le dire tout de suite, en termes de dessin, je ne veux pas passer 2 heures dessus. Il y a des fois, c'est très très bon, et il y a certaines cases où c'est autre chose, une proposition un petit peu différente, avec des bras un peu chelous, pas forcément très stable dans son coup de crayon, Pablo. Et puis des visages pas forcément toujours très bien, pas forcément toujours très expressifs, et pas forcément toujours identiques d'une page à l'autre. Donc un peu dérangeant, Pablo, mais enfin grosso modo, ça reste un dessin extrêmement agréable. Ça se trouve, j'ai lu plein d'autres trucs de ce bon vieux Pablo Raimondi, et j'en ai pas la moindre idée, mais vraiment, là tout de suite, son nom ne me dit rien du tout. Je n'ai pas fait plus de recherches que ça. Je plaide coupable, votre honneur. Avant de vous expliquer de quoi parle ce bouquin, alors évidemment du Docteur Doom, le Docteur Fatalis, je risque de jongler pas mal entre les deux noms, je voulais vous expliquer comment ce bouquin, ce récit est revenu à ma mémoire. La dernière fois, j'étais invité, pour une fois, dans un apéro comics sur la chaîne Jules et Nico. Et c'était quelques jours après les annonces de Marvel autour du retour de Robert Downey Jr. En Fatalis. Et donc, étant donné que Fatalis est peut-être le méchant que je préfère dans l'univers Marvel, je ne savais pas forcément de quoi j'allais venir parler. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de ressortir un vieux truc. Et je me suis dit, tiens, tu vas te relire l'épisode en fait autour de l'origine story de Victor Von Doom, fait par John Byrne dans le run des FF. Un épisode absolument magnifique, pour tout un tas de raisons qu'on évoquera certainement un jour, beaucoup plus en profondeur. Et je me suis dit, tiens, tu vas aller présenter ça. Qui était présent également dans cet apéro comics? DeviantProd. Et DeviantProd, il était venu pour parler de ça. Et au fur et à mesure en fait qu'il en parlait, au fil des années, moi j'avais accumulé beaucoup de récits, beaucoup de kiosques, et ce truc-là, je l'avais lu une fois, mais il y a des années et des années, en 2006, donc il y a 18 ans, et je savais que quand il en parlait, ça me disait quelque chose. Mais j'arrivais pas à savoir réellement si je l'avais, si je l'avais pas. J'étais quasiment certain de l'avoir, mais je savais que c'était un kiosque, mais dans quoi? Et donc je me suis mis en fait à chercher dans mes bibliothèques, et puis je l'ai finalement retrouvé. Je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion de le relire, parce que vraiment j'en avais aucun souvenir. Et c'est une lecture
tout à fait sympathique, avec de très très bons côtés et des côtés qui sont à mon sens relativement dérangeants, et j'avais envie de venir vous faire une petite vidéo pour vous parler de tout ça. Le Docteur Doom, méchant emblématique de l'univers Marvel, évidemment méchant ultra emblématique des 4 Fantastiques, qui va arriver incessamment sous peu dans le MCU. Donc c'est forcément une arrivée que je vais scruter pour plein de raisons, parce que Robert Downey Jr., mais aussi pour le personnage de Fatalis. Ce qu'il faut savoir, c'est que au moment de sa première apparition, on n'a pas forcément eu immédiatement son origin story, et son origin story, sauf erreur de ma part, a lieu en 1964. Elle est établie par Stan Lee et Jack Kirby. Au fur et à mesure des années, je ne doute pas qu'il y a tout un tas de gens qui sont venus agrémenter l'origin story de Fatalis de tout un tas de petits trucs supplémentaires. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est en 1969 que Roy Thomas va rajouter à son origin story Valeria, l'amour de jeunesse de Victor Von Doom. Bien des années plus tard, je l'ai dit, John Byrne va vraiment s'appuyer complètement sur les travaux de Jack Kirby et Stan Lee pour refaire une origin story en collant au plus près en fait de ce qui a été fait par les célèbres Stan Lee et Jack Kirby, et en essayant, si vous voulez, d'aller encore plus loin sur certaines scènes, de rendre les choses encore plus graphiques, comme ils savaient si bien le faire, et puis tout simplement de coller à l'époque. Hein. Et vraiment, le boulot de John Byrne est absolument fantastique sur cet épisode, comme sur l'intégralité du run des FF a priori. J'en ai des vagues souvenirs. Un jour ou l'autre, il va falloir y repasser. Et je sais aussi que dans le run de Mark Waid, il y a un moment donné où on va revenir un tout petit peu sur l'origin story de Fatalis pour pouvoir mieux rebondir et faire une proposition d'histoire autour de Fatalis et des FF. Donc forcément, Fatalis, c'est un personnage extrêmement important. Et donc, l'origin story d'un personnage aussi énigmatique et emblématique, forcément, ça génère beaucoup de questions et beaucoup d'envie du moment où il y a une sortie autour de ça. Et donc, ça, il faut, je pense quand même, d'une certaine manière, le garder en tête. Mark Waid, c'est entre 2003 et 2005, et donc là, on est en 2006. Et Ed Brubaker arrive et il veut refaire l'origin story, ou plutôt il veut aller plus loin que ce qu'ont fait en fait ses prédécesseurs. Lui, il n'a pas un épisode pour pouvoir travailler dessus, il a carrément une mini-série, et donc il veut à la fois prendre un petit peu plus son temps, creuser certaines parts d'ombre en fait dans cette origin story, aller un tout petit peu plus loin, et peut-être d'une certaine manière réactualiser encore une fois l'origin story, mais en essayant de toucher petit truc par petit truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant que je vous donne mon avis sur ce comics, moi je suis un fan de comics, un fan de Marvel bien évidemment, mais je prétends pas tout connaître des personnages, et je crois que pour bon nombre d'entre eux, et notamment pour Fatalis, je ne veux pas dire que j'ai une image idéalisée en fait du personnage, mais j'ai ma propre construction de ce que je connais du perso, de par les lectures que j'ai pu avoir tout au long de ma vie autour de ce personnage, de par ce que j'en ai retenu, ce qui m'a marqué, et peut-être que d'une certaine manière, tu sélectionnes des trucs qui te forment en fait une image du personnage qui ne colle peut-être pas tout à fait à toute l'histoire de ce personnage. Je ne sais pas si je suis tout à fait clair. J'ai pas la prétention de connaître par cœur 60 ans ou 70 ans d'histoire des FF avec Docteur Doom au milieu, absolument pas. Donc peut-être que mes attentes sont peut-être aussi un peu biaisées de par mon expérience autour de ce personnage. Ça, je pense que c'est un truc qui est très vrai pour bon nombre de personnages. Grosso modo, c'est assez classique en fait dans la construction. On va retrouver Victor Von Doom en Latvérie, donc du côté des Alpes latvériennes. Donc on sait que c'est un petit peu entre Suisse, Allemagne, Autriche. Enfin, c'est vraiment en fait dans ce petit coin-là, dans ce pays imaginaire qu'est la Latvérie. On le retrouve jeune avec sa mère qui est donc une sorcière qui va disparaître au cours d'un rite, etc. etc. On va retrouver évidemment toute la partie où son clan, lui, son père, sont chassés par le baron de Latvérie, celui qui va devenir
devenir le roi de Latverie, et comment lui, d'une manière encore une fois assez classique, il va aller aux États-Unis, il va obtenir une bourse, il va étudier, il va vraiment s'aguerrir en sciences, etc., etc. Il va y avoir un accident, on va revenir dessus, et puis finalement il va retourner en Latvérie en faisant un petit séjour auparavant dans les montagnes de l'Himalaya, où il va rencontrer des moines plus ou moins chelous pour parfaire sa formation aux arts mystiques. Et fort de ces deux savoirs, la science et le côté occulte, il va retourner en Latvérie, prendre le pouvoir, etc., etc. On est vraiment sur un truc assez classique, mais là où ça change relativement à la donne, c'est peut-être d'une certaine manière dans la narration, comment c'est raconté et comment ça va accentuer sur certains points sur lesquels on n'avait pas forcément l'habitude. Un point que j'ai aimé, et dans le même contexte un truc que j'ai pas aimé, j'ai beaucoup aimé en fait qu'on soit, j'ai vraiment l'impression d'une certaine manière vraiment dans la mémoire de Fatalis, un peu moins par d'autres aspects, mais on est quand même un peu dans la mémoire de Fatalis, et qu'au milieu de sa mémoire, tu le vois donc lui, jeune, pas avec encore un masque ni quoi que ce soit, et tu vois le Fatalis actuel déambuler en fait au milieu de ses propres souvenirs. Ça, c'est un truc, un trip de narration que j'ai beaucoup aimé. Un truc qui m'a quand même relativement refroidi, c'est de quelle manière est présenté Fatalis. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport peut-être à l'image que j'ai du personnage, qui n'est pas complète, mais qui est la mienne. Pour moi, Fatalis, c'est vraiment un personnage euh, d'une très grande noblesse, parce que mine de rien, c'est un souverain, c'est un roi, mais avec aussi énormément de distance, beaucoup de hauteur, une suffisance, mais absolument totale avec tous ceux qui lui sont inférieurs, c'est-à-dire tous les autres. Et vraiment, je j'ai pas le sentiment, en fait, dans ce que je connais de Fatalis, que c'est quelqu'un de machiavélique, c'est quelqu'un de pas bien, c'est un psychopathe dans son genre, mais c'est pas quelqu'un qui va mal agir sans raison. Tous les actes en fait qui vont être absolument immondes qu'il va pouvoir commettre sont toujours motivés par un objectif. Et de temps en temps dans cette histoire, j'ai eu le sentiment qu'il faisait des trucs vraiment immondes, totalement dégueulasses, et que c'était pas motivé par un objectif. Et que pour moi, ça dégradait un tout petit peu l'image de ce souverain, certes maléfique, mais avec une certaine stature qui va pas s'autoriser toutes les vilainies. Enfin, j'ai un peu de mal avec cet aspect-là, et ça, je le développerai beaucoup plus en fait dans la partie spoil. Quelque chose qui marche très très bien dans ce récit, on est sur un récit court, on n'est pas sur un run, donc on est obligé d'avoir des cliffhangers qui sont importants, des images qui soient marquantes, et il y a de temps à autre vraiment des choses qui fonctionnent très très bien en termes de mise en scène, en termes de surprise, et ça fonctionne relativement bien. Ce qui n'est pas non plus forcément évident avec un récit où des gens comme moi, quand j'arrive dessus, je connais très bien les origines de Fatalis pour le coup, et donc forcément réussir à raconter des choses que je connais et malgré tout arriver à me surprendre de temps en temps, c'est vraiment balèze. Ça aussi j'en parlerai un petit peu plus dans la partie spoil. Paradoxalement, comme je vous le disais tout à l'heure, le dessin un peu maladroit de temps en temps, et parfois totalement merveilleux aussi. Ça, écoute, ça, je présume que ça relève des mystères des dessins de Pablo Raimondi, puis de cet instant-là, hein. Et d'une manière générale, je trouve que ça respecte quand même globalement ce qu'ont fait les glorieux anciens du côté de chez Marvel, et ça permet de creuser des trucs qui sont marrants, un peu contre nature à mon goût, mais ça reste pour moi un récit très sympathique à lire. Si un jour c'était réédité, ça, ouais, typiquement, un petit Marvel Must-Have dans quelques temps, au moment où Fatalis va réellement arriver au cinéma, ça peut être très très bien, tu vois, Book of Doom, avec, tu peux rajouter en fin d'épisode, tu rajoutes juste l'épisode de Stanley et Jack Kirby, juste l'épisode en fait de John Byrne, et là tu as une espèce de petit condensé avec 7 ou 8 épisodes, si tu l'édites de cette manière-là, où tu as vraiment l'origin story, j'allais dire complète, en tout cas vraiment solide en fait du personnage, et ça permettrait à un nouveau lecteur ou quelqu'un qui aura envie d'en savoir un petit peu plus sur ce personnage de pouvoir avoir
immédiatement accès à des origines sympathiques. Et puis de différentes époques, les années 60, les années 80, début des années 2000, et ça permet d'avoir une vue vraiment d'ensemble en fait, de ce qui était proposé autour de ce perso. Ouais, vraiment des choses qui me dérangent, mais globalement une lecture que j'aime quand même pas mal du tout. On passe en partie spoil. Oh, putain. Alors, sincèrement, quand je vous dis qu'il y a des scènes qui sont marquantes, il y en a deux que j'ai trouvé particulièrement bien. La première, c'est quand le père de Doom en fait s'enfuit dans la neige avec son fils en pleine tempête, la nuit, ils sont acculés par les hommes du baron, etc. Ils sont obligés de se cacher, puis ils meurent de froid, il fait nuit noire, et puis en fait tu vois ce père qui aime son fils, qui va tout simplement essayer de le réchauffer pendant la nuit, en le serrant en fait très très fort dans ses bras, pour essayer de faire en sorte qu'il s'en sorte en fait, et qu'il se réchauffe cette nuit-là. Et au petit matin, tu as tout de suite cette image, bam, qui arrive, et tu te rends compte que le père, il est mort gelé. Et il est mort, chose assez marquante, les yeux ouverts, et les yeux ont tellement gelé, ils sont blancs, blancs de glace en fait, ses yeux. Et tu te rends compte que Victor Von Doom, il est prisonnier en fait des bras gelés de son père. Dans la nuit, le père aimant qui essayait de réchauffer son fils avec les bras paternels protecteurs sont finalement devenus au matin une prison pour son enfant. Et ça, c'est un truc de fou en termes d'image, en termes de narration. J'ai trouvé ça mais vraiment balèze. Et ça, c'était très très cool à voir. Juste avant aussi, que j'avais noté, que je trouvais intéressant, tu vois comment il va construire la première conception en fait de ses Fatalibots quand il est à l'université, tout ça, et que c'est un truc ben, voilà, qu'il va réutiliser dans sa conquête de la Latverie, et puis que dans toute l'histoire en fait de Fatalis, les Fatalibots, ces doubles ont une importance absolument capitale, notamment à la fin du récit, quand tu t'aperçois que finalement ce récit c'est ni plus ni moins qu'une interview. Alors c'est sympa, mais je trouve que ça contrecarre un peu d'une certaine manière ce que je disais tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire que moi j'aimais beaucoup le côté où tu voyais Doom déambuler dans sa propre mémoire, et au fur et à mesure du récit, tu vois que c'est entrecoupé de petites scènes en fait, comme si c'était dans une télévision, où c'est un journaliste qui aurait retrouvé un témoin 10 ans plus tard qui dit ah oui, bah, j'ai bien connu Van Damme, il volait des malabar chez la marchande. Tu vois, ça fait un peu fait entrer l'accusé, et je trouve que ça va pas avec le côté Doom qui raconte son histoire. Ça fait un petit peu chelou. Et à la fin, tu t'aperçois donc du coup qu'il y a la journaliste qui est dans le château de Doom, et qui lui dit bah, pour terminer l'interview, j'aimerais bien voir votre visage. Et là, tu dis waouh, tu vas voir le visage de Van Doom, c'est toujours un événement. Parce que tu le vois très rarement, et quand il enlève le masque, en fait, tu vois simplement les yeux, puis la peau des yeux qui est retenue en fait par des vis dans une carcasse métallique, et là, tu as le réflexe de te dire waouh, ouais, effectivement, il ne reste plus rien en fait de Von Doom, on est vraiment au-delà même de Dark Vador, quoi. C'est vraiment, il reste pas grand-chose, et tu comprends qu'on est sur un moment où Doom il a disparu, et en fait, celui qui gère le pays, bah, c'est un de ses robots, un de ses doubles. Ça, c'est un trip que tu vois très régulièrement dans l'histoire des FF, dans l'histoire de Doom. Il a un double, il a ci, il a ça. Il est mort, mais en fait, il n'est pas mort. Enfin, il y a tout ce côté aussi qui rajoute en fait au côté nébuleux du personnage qui est vraiment cool. Et tu te rends compte en fait de la qualité du Fatalibot qui connaît sur le bout des doigts en fait l'histoire de Fatalis. Euh, le petit séjour en fait dans l'Himalaya. Ah non, pardon, ça c'est juste après. Excusez-moi, je lis mes notes en même temps parce que je ne veux rien oublier. Il va faire un autre truc, Brubaker. Ça, je pense que c'est lui, à moins que quelqu'un d'autre l'ait fait avant. Mais il va partir du principe, en fait, sa mère, donc du coup, la sorcière, elle est plus ou moins retenue en enfer par le démon qu'elle avait invoqué, etc. Et que du coup, Van Doom, il a envie de récupérer, de retrouver sa mère, et c'est une de ses motivations à essayer de s'exercer à la sorcellerie, etc. Et il va changer un truc qui, moi, en fait, m'embête énormément, c'est que quand il est aux États-Unis, normalement,
Von Doom, il essaye en fait de faire une machine pour, de mémoire, contacter les morts. Et là, dans cette version-là, c'est pas pour contacter les morts. Je crois que c'est pour essayer de rentrer en contact avec sa mère pour pouvoir la sortir en fait des enfers. Et là, il va faire en sorte que la machine, c'est le démon qui va intervenir pour la faire péter en fait et le défigurer complètement. Et même s'il y a toujours ce côté Reed Richards qui vient et qui lui dit oui tes calculs ils sont pas forcément bons, ça c'est complètement mis de côté vraiment au profit du démon. C'est vraiment le démon qui fait péter la machine pour empêcher Fatalis de venir en fait accéder à sa mère. Et ça pour moi, alors c'est intéressant parce que ça explore un peu un truc du côté démon et sa mère. Ça essaye de créer un triangle à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est une grosse erreur parce que ça fait perdre toute substance à la rivalité qu'il peut y avoir entre Reed et Doctor Doom. Tout simplement parce que dans l'origine story de base, sauf erreur de ma part, le Docteur Doom, donc il laisse traîner ses calculs, machin, sur sa table, etc. Reed passe, il regarde et il essaye de lui dire t'as fait une erreur en fait de calcul, il y a un truc qui va pas, tu risques en fait un accident. Et là, t'as le côté Victor Van Doom avec toute sa superbe, tout son ego, qui le dégage et qui lui dit je t'explique, moi je fais pas d'erreur de calcul, ok. Ce n'est certainement pas toi qui va venir en fait m'expliquer mes calculs si j'ai fait une erreur ou bien si j'ai pas fait d'erreur. Dehors. Et il va mettre en route sa machine, ça va péter, ça va le défigurer. Et donc ça va créer, à mon sens, une espèce en fait de rivalité immédiate avec Reed Richards. Parce que Reed Richards avait raison. Il y avait bien une erreur en fait sur sa machine. Et lui, il est défiguré. Et donc c'est le début en fait d'une rivalité entre les deux qui va durer et qui dure encore. Et si tu commences à changer cet élément-là pour que l'accident de la machine soit lié en fait plus au démon et à sa mère, et ben tu perds un peu de cette rivalité avec Red Richards. Et donc là, à mon avis, c'est une première erreur de Brubaker. Moi, je trouve que c'est pas intelligent d'être parti là-dessus. Il essaye de maintenir un petit peu les deux, mais au final, ça marche pas vraiment. Et c'est plus le côté, c'est la faute du démon qui l'emporte. C'est pour le coup, c'est pas top top. Un autre truc qui est pas top top, mais je pense que ça peut s'expliquer tout simplement par le travail brillant de John Byrne, c'est quand il fait son séjour en fait dans l'Himalaya avec ces espèces de moines. C'est pas bien expliqué réellement ce qu'il y fait, les trucs qu'il y apprend, c'est assez obscur et tout, mais c'est le moment où il va créer son armure et enfiler son masque. Et avec Stanley Jack Kirby, tu vois que le masque il est encore brûlant et qu'il le met sur son visage. Là aussi, tu le vois un petit peu, mais avec John Byrne, c'est carrément plus graphique. Le masque est rouge, il est incandescent, et sur son visage déjà balafré, il le place et il se met à hurler et il court en dehors en fait du temple pour mettre sa tête en fait dans la neige pour faire refroidir le masque. Et là, dans le récit de Brubaker, ça manque de puissance, ça manque de pêche, ça n'arrive pas à la hauteur de ce qu'a fait John Byrne. Est-ce que, très sincèrement, je pense qu'ils n'avaient pas envie de refaire la même chose, tout simplement parce que si tu refais exactement la même chose, bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et si tu essayes de modifier ça, bah, de toute façon, tu vas souffrir de la comparaison avec John Byrne. Donc ils ont, pareil, misé dans une espèce de petit entre-deux, de petit ventre mou qui fonctionne carrément moins bien que ce qu'a proposé John Byrne. Quand dans le récit de John Byrne, quand il le met sur son visage et qu'il est cramé, tu te dis ouais, là il est parti loin là. Là il veut aller jusqu'au bout en fait de sa démarche. Il est complètement possédé par le démon. Enfin par le démon. Il est complètement à ce qu'il fait et à ce qu'il veut réussir. Il veut devenir le Docteur Doom. Il est totalement à fond. Alors que là, dans le récit de Brubaker, t'as plus l'impression de pas de voir un petit garçon qui fait un caprice, mais il prend cette identité, ce masque, mais je sais pas, ça n'a pas de force, ça n'a pas d'impact, ça marche pas très bien. Un truc qui est sympa, c'est que du moment où Doom il a son armure et son costume, ils ont repris le premier costume de la première apparition de Fatalis, qui n'est pas
tout à fait le même costume qu'il aura ensuite à la fin. Et à la fin en fait du récit, quand il va venir conquérir la Latvérie, là aussi on pourrait dire des choses qui sont un petit peu bancales à mon sens, mais je ne vais pas passer une heure dessus. Il va défaire le roi, et le roi en fait il a sur lui la cape qui va devenir celle de Fatalis. Est-ce que c'est le symbole des rois de Latvérie? Certainement, mais c'est peut-être aussi pour essayer de montrer au peuple finalement un changement, mais une continuité en fait dans la royauté. Et donc il va enfiler cette cape en plus de son costume, et donc tu auras un Fatalis définitif avec le masque, le costume, à la tête de la Latvérie, et qui va commencer à construire son propre château. Là où pour moi il y a vraiment un gros souci, et c'est là après où je vais devoir un tout petit peu après spoiler une toute petite partie du début du run de Mark Waid, pas la totalité, hein, loin de là, c'est que, écoute, le Docteur Doom là-dedans, ben, c'est un étrangleur. Ben voilà, écoute, à un moment donné, dans son évasion de la Latvérie de mémoire, il y a un soldat qui le tient en joue, bah, écoute, il va l'étrangler, hein. Ok, il pète un peu les plombs, puis bon, bah, il l'étrangle, il le tue. Tu sens que déjà il est pas bien dans sa tête. Un peu chelou de le voir comme ça. Je sais pas, ça me met pas à l'aise parce que, encore une fois, c'est pas ce que je retiens du perso, mais je fais peut-être fausse route. Si vous avez des infos, n'hésitez pas, moi je suis tout à fait preneur. Et puis à un moment donné, une fois qu'il arrive aux États-Unis, à l'université, il fait que bosser, etc. Et puis bon, quand même, il y a une fête, allez Victor, viens faire la teuf et tout. Et puis il y a une meuf qui le drague. Et puis elle le drague, et puis elle l'attire un peu plus loin de la fête, vers les bois, et puis elle commence un peu à vouloir l'embrasser. Et là, il pète une pile. Mais vraiment, Guy Georges, quoi, le bordel. Et il essaye de l'étrangler, de la tuer. Le truc qui est intéressant là-dedans, c'est de voir, c'est quand même un truc intéressant, c'est de voir la réaction en fait de l'université après cette tentative d'assassinat de Victor Von Doom. À ce moment-là, Victor Von Doom, c'est la poule aux œufs d'or. C'est un scientifique brillant, étranger, qui vient de rejoindre une université américaine. Il est en train de construire des robots, enfin, il est promis un avenir brillant. Et donc l'université va étouffer l'affaire, filer du pognon à la jeune fille, pour qu'elle parte en fait de l'université, qu'on parle plus de cette histoire, pour surtout ne pas embêter notre petite poule aux œufs d'or. Très intéressant à lire du point de vue de notre société actuelle et de tous les changements et de la libération de la parole qui a eu lieu sur tous ces sujets-là. Donc ça c'était cool, ça c'était vraiment cool. Le gros souci c'est que pour moi, Fatalis, c'est pas Guy Georges. C'est pas un étrangleur dans les bois, je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour moi, il est capable de faire des trucs tout aussi dégueulasses, il est capable de faire des trucs tout aussi horribles, mais chaque acte horrible qu'il va faire est pour moi motivé par un objectif qu'il veut atteindre. Et pour cela, si pour atteindre son objectif, il doit se débarrasser de quelqu'un devant lui, eh ben ça ne souffrira d'aucune contestation, il va ourdir tous les plans possibles et inimaginables pour tuer ou dégager cette personne-là. À cette condition-là. S'il y a un objectif, et que sur son chemin se dresse quelque chose, là il est capable de tout. Là il n'y a pas d'objectif. Il pète simplement un câble. Et là pour moi c'est vraiment problématique. Parce que, et ça, ça fait descendre Fatalis un peu, pas de son piédestal, mais ça lui fait perdre en fait de sa superbe et de sa singularité en tant que méchant. Et ça c'est vraiment une mauvaise idée. C'est-à-dire que si Fatalis on le réduit à ça, c'est juste un trou du cul. C'est juste un trou du cul. C'est pas un personnage que j'ai envie de suivre, c'est pas un méchant que j'ai envie de retrouver, que j'ai envie de suivre dans les bons, dans les mauvais moments, etc. C'est juste un connard. Donc là, à mon sens, il y a vraiment un souci. On est en 2006, je vous le disais tout à l'heure, et donc le run de Mark Waid, c'est entre 2003 et 2005. Et j'ai pensé à ça après. Dans le run de Mark Waid, c'est là où ça spoil une petite partie du run de Mark Waid, il va vouloir faire revenir Fatalis. Et Fatalis, il va, comment dire, pour acquérir une puissance démoniaque sans limite, il va décider de mémoire, hein, de retrouver son amour de jeunesse, de, entre guillemets, le reconquérir, Valeria, que tu retrouves à l'intérieur de ce bouquin, créé en 69 de mémoire, pour finalement l'offrir en sacrifice aux forces du mal.
aux démons, etc. Et avec la peau et de mémoire les os en fait de Valeria, il va se confectionner une armure magique, ce qui donnera en fait cet aspect terrifiant à Fatalis pendant ce run-là. Et là, il fait un truc encore pire, je trouve, que simplement tenter. Simplement. Comprenez bien ce que je dis. Hein. Mais dans dans le travail de Brubaker, il étrangle une fille sans raison, en fait, dans un bois. Elle s'en sort, etc. Là, pour moi, c'est pire, c'est-à-dire qu'il ne la tue pas, il l'offre en sacrifice aux forces du mal. Alors là, mon pote, en termes de... Excusez-moi, je suis grossier, mais en termes de fils de puterie, ah, t'es au sommet, hein, mon pote. C'est totalement incroyable. La différence, c'est que là, il a un objectif. Il veut des pouvoirs gigantesques pour arrêter en fait de perdre contre les FF et réussir à les démonter. La motivation ben, d'un côté il y a une motivation, de l'autre il n'y a pas de motivation. D'un côté dans le run de Mark Waid, il y a tout un vécu. Ça fait des années que Fatalis perd, etc. Et il est prêt à aller jusqu'à cette extrémité-là pour avoir un pouvoir, pour avoir une chance de battre les FF, grosso modo. Alors que dans le travail de Brubaker, quand il essaie d'étrangler la gamine, c'est juste un trou du cul. Et là, à mon avis, il y a une erreur. C'est-à-dire que pour moi, ça peut être un trou du cul de ce genre-là, mais il faut qu'il y ait une motivation. Et là, il n'y a pas de motivation. Au-delà de ça, ça reste un truc très très intéressant à lire. Je pense un truc intéressant à rééditer, à posséder, peut-être comme je vous disais tout à l'heure, agrémenter d'autres épisodes pour avoir un livre de Fatalis plus complet. Ce serait très très cool. Voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas, on se retrouve dans les commentaires, on discute un petit peu de tout ça. Si vous avez d'autres infos sur le Docteur Doom qui moi m'aurait échappé, on en parle dans les commentaires avec un immense plaisir. C'était encore une fois un petit bonheur de vous faire cette vidéo et de vous parler de cette petite lecture sympathique. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. On se retrouve dans les commentaires, je l'ai déjà dit. Abonnez-vous mes petits kikis, abonnez-vous, c'est toujours important. Partagez la vidéo si vous le souhaitez et je vous dis à bientôt dans la rubrique de G. Salut.